Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue. La communauté haïtienne au Sénégal est heureuse de vous compter parmi elle cet après-midi pour ce webinaire. Dans un contexte où Haïti, première république noire du monde, fait face à de si grands défis. Les notions de citoyen, bien commun, d'intérêt collectif, de patriotisme et même de souveraineté nationale tendent à perdre ici leur sens et leur contenu. La question de nation aussi tend à perdre un peu de sa substance dans ce contexte actuel du pays. La communauté haïtienne au Sénégal qui a célébré le 218e anniversaire du drapeau à l'île de Gorée en mai dernier, qui a tout un symbolisme pour nous en tant que peuple noir, a jugé opportun aujourd'hui d'avoir le drapeau comme alibi pour lancer cette initiative aujourd'hui à Dakar, avec pour objectif de favoriser des échanges entre la communauté haïtienne et celle du Sénégal à partir de l'histoire d'Haïti et d'autre part d'analyser cette histoire, en particulier des mémoires, des legs et des liens aussi qu'elle a générés. Nous sommes donc dans une impasse. Une action collective de redressement et de refondation de la nation devient une nécessité aujourd'hui. Et chacune a sa contribution à apporter. Et cette refondation devra aussi prendre en considération les liens qui existent entre nous, Haïti, ses mémoires, son héritage, son identité et ses rapports avec l'Afrique pour comprendre dans un même temps ce qui fait encore obstacle à l'élan de travailler différemment pour le bien commun de tous et de toutes. Les panélistes d'aujourd'hui, à travers leurs propos, vont essayer de poser des questions face à cet échec dont nous parlons aujourd'hui. Que signifie encore pour nous le drapeau haïtien et au-delà du drapeau haïtien, le drapeau en général et au-delà des frontières? Quelle est la portée de la signification de la révolution haïtienne pour la renaissance africaine? Autant de questions qu'il convient de se poser dans ce contexte. Des panélistes de plusieurs horizons, haïtiens, haïtiennes, sénégalais, sont invités à partager leur savoir et leurs expériences sur la question, en mettant l'emphase non seulement sur le drapeau comme symbole, mais aussi le lien existant entre l'histoire haïtienne et l'Afrique. Messieurs et dames, c'est sur ces mots de bienvenue que je vous remercie au nom de toute la communauté haïtienne au Sénégal et aussi de la communauté sénégalaise qui nous a reçus parmi elles et tous les Haïtiens, les Haïtiennes, les amis de l'Afrique et de partout qui sont aujourd'hui avec nous. Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Et pour commencer, nous allons passer la parole à Ricardson Dorsey, qui va nous entretenir sur le premier sujet qui est historique du drapeau haïtien et sa portée. Je vous remercie. Je passe la parole à Ricardson et je demanderai à tous ceux et toutes celles, et bien avant les débats, d'éteindre, s'il vous plaît, de fermer leur micro. Ça va permettre qu'on ait vraiment la possibilité d'écouter tout le monde. Je vous remercie. Bon. Voilà, merci Rachel pour l'invitation. Merci à tous et à toutes. Et merci également pour ce pont entre Haïti et l'Afrique. Et vraiment, excusez-moi de décevoir. Je ne vais pas faire l'histoire de notre bicolore et je vais plutôt parler de son symbolisme, de sa dimension utopique. Toutefois, d'entre Dieu, laissez-moi souligner que le drapeau d'Haïti fut créé en 1803 lors du congrès de La Cayenne, un congrès qui a regroupé l'ensemble des chefs de la révolution haïtienne, notamment Jean-Jacques Dessalines. Catherine Flon a cousu ce drapeau qui symbolise encore l'union des Noirs et des Mulâtres en faisant usage de ses cheveux comme fil. Et depuis chaque juillet, c'est la fête du drapeau. C'est donc la fête de Catherine Flon, femme engagée, personnalité révolutionnaire haïtienne, légendaire, et dans l'imaginaire haïtien, son geste
reste très significatif. C'est un geste qui évoque l'union, la cohésion nationale. C'est un geste qui évoque l'abolition de l'esclavage. Ainsi, Catherine Flon représente une personnalité éminente dans la mémoire historique universelle. Elle fait partie des héroïnes les plus importantes de la révolution haïtienne. Et cette révolution qui a un caractère universel incontestable. Donc, première révolte d'esclaves réussie du monde moderne, étant à l'origine de l'indépendance de plusieurs pays. Révolte qui fut un événement qui a un caractère très important, une signification très importante pour l'humanité, affirmant des valeurs universelles de liberté et d'égalité. Autrement dit, Catherine Flon, c'est un patrimoine universel, c'est quelqu'un qui incarne la lutte contre le colonialisme, la lutte contre la discrimination raciale, le racisme et l'esclavagisme. Elle incarne également le leadership féminin. Et surtout dans l'histoire d'Haïti, on connaît des femmes qui ont influencé la vie politique, la vie sociale, la vie économique, la vie culturelle, ceci depuis la fondation de la nation haïtienne. Malheureusement, notre histoire, l'histoire officielle, et c'est une histoire qui a fait fi de ces héroïnes, et le symbolisme du drapeau contrecarre cette dynamique qui infériorise le leadership féminin. Notre drapeau évoque le rôle important de la femme, l'égalité des gens et l'autonomisation des femmes. Ceci étant dit, 18 n'est pas seulement la fête du drapeau, la fête de ce geste significatif de Catherine Flon que je viens d'évoquer, mais c'est également la fête de l'université. Car dans le contexte haïtien, l'université est la gardienne du drapeau. Sur ce point, je vais y revenir. Maintenant, pourquoi je refuse de traiter de l'histoire de ce drapeau? C'est parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de la trajectoire historique du drapeau haïtien. Nos différents historiens ne s'entendent pas sur ce parcours historique. C'est un sujet très controversé, d'autant plus que je ne me considère pas comme un historien. Ceci étant dit, dans cette conférence, je le rappelle encore une fois, c'est la portée symbolique du drapeau qui m'intéresse. Notre drapeau qui est ce symbole de liberté, de fierté, de souveraineté, de la pensée. Et c'est en ce sens que Dantes Belgade, intellectuel et homme politique haïtien, a, par décision ministérielle du 30 septembre 1919, confirmé par la loi du 4 août 1920, lié la fête du drapeau à celle de l'université. Dantes Belgade voulait, par ce geste, poser des jalons pour un véritable projet de nationalisme éducatif. Dans un article publié en 1947, ayant pour titre L'université gardienne du drapeau, Dantes Belgade a détaillé ce projet qui place l'éducation au cœur de l'édification du patriotisme haïtien. L'éducation doit être enracinée. Nos écoles doivent former des élites qui sont connectées avec la réalité du pays. Belgade propose l'égalité devant l'éducation en vue du progrès social. On doit tous et toutes avoir accès égal à l'éducation suivant la vision de Dantes Belgade, que ce soit l'éducation primaire, l'éducation secondaire ou universitaire. L'éducation, notamment celle universitaire, devrait jouer un rôle fondamental dans l'amour de la patrie, de notre drapeau national. La formation universitaire devrait permettre la transformation des conditions de vie difficiles de la masse. Nous devons donc adapter notre système d'enseignement supérieur à la demande sociale afin qu'elle puisse jouer véritablement son rôle dans la communauté. Il faut renforcer ce système afin qu'il puisse bien poursuivre sa mission de production de connaissances, de diffusion de savoir et de service à la communauté. 18 mai est la fête du drapeau, mais également celle de l'université,
car le drapeau, c'est l'autonomie est importante pour le système d'enseignement supérieur, mais je pense qu'elle doit s'accompagner de la bonne gouvernance universitaire. Cela dit, le pays doit avoir un véritable institut de gouvernance universitaire, un ministère. On vous a perdu un tout petit peu. Ricarson, tu es on mute. Merci. OK. Oui, en fait, je disais que le pays devrait avoir un véritable institut de gouvernance universitaire, un ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, un véritable conseil scientifique et une véritable agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ce sont des structures qui peuvent renforcer le système d'enseignement supérieur. En effet, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche aura à définir les grandes orientations de la politique nationale de la recherche et de l'enseignement supérieur. Quant au conseil scientifique, il sera consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation technique et scientifique, et l'agence d'évaluation aura elle-même à cerner la réflexion autour de l'évolution de la recherche. Il faut, dans toute cette dynamique, associer la communauté et également des partenaires extérieurs, parce que notre système d'enseignement doit être adapté aux valeurs, traditions et cultures de la société haïtienne. C'était ça le projet de Dantes Belgade, qui nous laisse comprendre qu'il y a un lien entre le progrès socio-économique et les activités universitaires. Ces dernières doivent susciter le débat autour de la vie économique, de la vie politique et culturelle. L'université doit contribuer grandement au savoir ainsi qu'au rayonnement économique, social et culturel de la société. Et le développement de l'enseignement supérieur peut bien être un point fondamental pour l'émancipation, un investissement pour l'émancipation de la société à tous les niveaux. Et c'était ça la vision de Dantes Belgade autour du drapeau. Ce n'était pas par hasard que Belgade a associé la fête du drapeau à celle de l'université, parce que l'université est la gardienne du drapeau, par conséquent la gardienne de notre mémoire de peuple, de notre identité collective. Et en ce sens, on pourrait dire que Dantes Belgade, qui fut écrivain, essayiste, historien, diplomate, et qui est né en 1870 et mort en 1966, fut un véritable patriote, adepte de la révolution culturelle. Et ce projet, il a été conçu à son retour de Washington, où il venait de remplir une mission importante, une mission diplomatique dans un contexte d'occupation états-unienne d'Haïti. Dantes Belgade aimait beaucoup son pays. Il aimait passionnément le pays. Il décrivait dans son article, et ceci avec beaucoup de passion, la première célébration de la fête de l'université qui eut lieu le 18 mai 1920. Je le cite: au milieu d'une foule frémissante d'écoliers et d'étudiants, ce fut un moment de ferveur intense. C'était l'âme de la patrie qui était venue se poser sur l'étendard bleu et rouge de l'Université d'Haïti. Plus loin dans ce même article, l'université gardienne du drapeau, il précise son projet de formation de conscience nationale. Je le cite encore une fois: en créant la fête de l'université par décision ministérielle du 30 décembre 1919, confirmé plus tard par la loi du 4 août 1920, je voulus donner à ses membres le sentiment de l'étroite solidarité qui les unit les uns aux autres. Et en fixant la célébration au 18 mai, date de la création du drapeau haïtien, je voulus montrer le rôle de l'école dans la formation de la conscience nationale et son action pour la conservation de la patrie et le progrès social. Chargé de former les générations successives, d'assurer par conséquent la perpétuité de la patrie haïtienne et le maintien de ses institutions démocratiques, l'université est bien la gardienne du drapeau dans lequel se matérialise, pourrait-on dire, l'âme nationale. Fin de citation. Dans ce vaste projet d'éducation à la citoyenneté, Dantes Belgade a pris le soin de définir le rôle de l'école haïtienne. Instruire,
et éduquer l'enfant haïtien, c'est travailler à son adaptation à la vie haïtienne, c'est le mettre en état d'utiliser ses aptitudes au mieux de l'intérêt collectif haïtien, c'est faire de lui un instrument de progrès individuel et de perfectionnement national. Fin de citation. Dantes Bellegarde fut un grand patriote, que l'on se le rappelle. L'intellectuel n'avait pas peur du mot nationalisme. Il prônait notamment un nationalisme éducatif, qui n'était pas synonyme de haine de l'étranger. Il nous dit ceci, je le cite, « Le nationalisme que je préconise a ses fenêtres larges ouvertes sur le monde. Il prétend profiter et se fortifier de toutes les expériences, de toutes les acquisitions faites par les peuples qui, grâce à de longs siècles de culture et de liberté, marchent devant nous sur les chemins de la civilisation. » Pourquoi un projet de nationalisme éducatif? Dans la conception de Bellegarde, c'est pour éviter que nos jeunes, que nos futures élites soient déracinés. Laissez-moi le citer. Nous ne voulons point d'une éducation qui fasse de nos jeunes gens des déracinés. L'éducation nationale doit être un bel arbre vigoureux, plongeant ses racines profondes dans le sol haïtien, qui, au printemps, se couvrira de fleurs éclatantes, en automne, se chargera de fruits savoureux et nourrissants, et cet arbre sera d'autant plus vigoureux, les fleurs seront d'autant plus éclatantes, ses fruits d'autant plus substantiels que ses racines auront plus profondément pénétré dans le sol et de notre sol pour absorber les sucs de la terre maternelle. L'éducation nationale, si vous me permettez de continuer la comparaison, doit enfoncer ses racines dans les masses profondes de la société haïtienne. Voilà, c'était la démarche de Dantes Bellegarde. Dans cette démarche, il ne cessait de questionner, et déjà tout au long de l'article, nos élites et de montrer l'importance de favoriser l'égalité devant l'éducation. Nous le citons une dernière fois. L'élite n'est point digne de son nom et ne peut remplir son rôle dans la société si elle ne reste en contact permanent avec le peuple, si un échange continuel de sentiments et d'idées ne se fait de l'un à l'autre, et si, largement ouverte à tous, elle ne se renouvelle sans cesse par des apports nouveaux qui enrichissent son sang et fortifient ses muscles. Ces apports ne sont un enrichissement que lorsqu'ils représentent des valeurs effectives. Et pour que ces valeurs se révèlent, il faut créer la seule égalité qui soit socialement admissible, celle des moyens pour tout individu de développer sa personnalité, c'est-à-dire l'égalité devant l'éducation. Autrement dit, l'histoire de notre drapeau s'associe à tout ce grand projet de société, une société qui résiste malgré tout. Et l'utopie est l'un des concepts susceptibles de nous aider à cerner cette dimension de notre drapeau. L'utopie construit l'imaginaire social qui interroge l'ordre social dominant, l'ordre des choses qui existent. La fête du drapeau est surtout pour chaque Haïtien, qu'il soit en Haïti ou ailleurs, un moment de fécondité utopique. Cette fête a une signification très importante pour les Haïtiens. Elle renforce leur confiance en eux-mêmes et leur donne de l'énergie nécessaire pour continuer leur lutte, leur bataille. L'utopie du drapeau haïtien est une utopie de la rébellion. Cette utopie anti-esclavagiste a ouvert les portes de la liberté, les portes de la résistance. C'est à travers cette utopie que vivent les aspirations sociales du peuple haïtien et que ce dernier résiste encore. Vous me demandez sûrement c'est quoi l'utopie? Selon Frédéric Rouvilloire, l'utopie peut épouser plusieurs formes. Elle peut prendre n'importe quel visage. Elle peut s'insinuer partout, dans les traités politiques ou philosophiques, les projets de constitution, les poèmes et les chansons, aussi bien que dans des récits de voyage ou des romans initiatiques. L'utopie est donc une prise de conscience critique des réalités du monde pour les transformer. Kalmanem, dans son livre Idéologie et utopie, propose de comprendre l'utopie comme une force de changement qui remet en question l'hégémonie de l'actuel sur les possibles. Pour le sociologue, il n'y a pas d'idée utopique sans l'ébranlement du statu quo social. L'utopie est inconcevable en dehors de la lutte du mouvement
sociale. Notre drapeau est donc un symbole d'utopie, de fierté, un élément de dignité nationale, un symbole d'identité collective. Notre drapeau connecte notre passé de peuple avec notre présent. Notre drapeau est porteur de sens, de valeurs, d'expériences utopiques. Notre drapeau symbolise le rêve d'une société prospère, sans injustice sociale. Il symbolise le combat en faveur de l'amélioration des conditions de la masse. Notre drapeau, je l'aurais dit, est porteur d'expériences utopiques vues comme restauration ou accomplissement du bien commun, sans pour autant négliger l'émancipation individuelle. Expériences utopiques porteuses d'un idéal égalitaire ou d'une humanité future, pour reprendre l'expression de Marc Agenot. Donc, l'utopie n'est pas ce qui ne pourra jamais être possible, mais ce qui n'est pas encore possible, qui le deviendra un jour ou l'autre par l'exercice du pouvoir des membres des communautés sur leur destin, tant individuel que collectif. Nous devons toujours mettre en valeur l'intention utopique de notre drapeau en vue d'une société sans marginalisation. Notre drapeau est un outil de mobilisation et d'engagement. Notre drapeau symbolise des valeurs de cohésion sociale, de réussite collective, de solidarité, d'identité collective, du bien commun. Quand il y a une crise de sens collectif dans une communauté, c'est qu'il y a une crise utopique. L'utopie peut enrichir les aspirations communautaires. Pour Ernst Bloch, c'est l'utopie qui éclaire tous les projets émancipateurs dans l'aventure du monde. Ne perdons pas le sens utopique de notre drapeau national. Je vous remercie. Merci, Ricardson. Ricardson n'a pas voulu faire un discours autour de l'histoire du drapeau. Et je crois qu'à la fin de sa présentation, on a retenu qu'il y a toute une question d'utopie qui est autour du symbolisme du drapeau haïtien. Et nous devons comprendre cette utopie pour aller travailler, pour éviter qu'on soit pris dans ce cercle de marginalisation du peuple et de travailler beaucoup plus contre la pauvreté et permettre vraiment à la population haïtienne de rêver. Et toute cette intention de bien commun, toute cette intention collective, de valeurs collectives, d'identité collective qui nous permettrait d'aller de l'avant. Et sur ce, il semble que je n'ai pas vu Robertson Edouard. C'était un tout petit peu le plan qui a été fait. Et Robertson Edouard va nous entretenir sur les formes symboliques du lien social en Haïti, enjeux et perspectives. À toi, Robertson. Toutes mes excuses. You are on mute. OK, merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. J'ai eu un petit souci avec le micro. Alors, bonjour tout le monde. Merci au comité organisateur, en particulier à Madame Rachel Elien, pour l'invitation qui m'a été faite de participer à ce dialogue entre Haïti et l'Afrique. À l'instar de mon prédécesseur, je ne vais pas non plus faire l'histoire du drapeau national. Et il y a énormément de correspondance entre la première présentation et la mienne. Sauf que moi, je vais davantage capitaliser sur la notion de symbolisme plutôt que sur la notion d'utopie. Donc, mon intervention aujourd'hui vise à analyser la société haïtienne, qui est une société en crise, à partir du drapeau national que je considère comme une métaphore du corps social. Cette démarche me porte à interroger, à partir du dit drapeau, les formes symboliques du lien social dont j'aurai à déterminer le sens et la singularité. Mon propos sera donc consacré aux formes symboliques du lien social associées au drapeau haïtien et à leur dérivation à travers le temps. Il s'agira pour moi de poser, à partir d'elles, le problème du monde commun que ces formes symboliques rendent possible ou intelligible.
J'ose espérer que cet effort contribuera à comprendre ou faire comprendre davantage les impasses de la société haïtienne contemporaine. L'ambition de mon intervention d'aujourd'hui ne pourra pas épuiser, vous vous en doutez, au-delà de quelques esquisses, les voies de la recherche ouverte par l'articulation du champ des sciences sociales avec les catégories dominantes par lesquelles la société haïtienne se trouve encore aujourd'hui saisie de l'extérieur. J'organise ma présentation en 4 étapes. Dans un premier temps, je vous dirai c'est quoi une forme symbolique. Ensuite, j'évoquerai les formes symboliques de lien social associées au drapeau haïtien. Par la suite, j'en relèverai quelques-uns des enjeux fondamentaux pour terminer en dégageant quelques perspectives pour la recherche, mais davantage pour l'action collective. Commençons tout de suite. C'est quoi des formes symboliques? La notion de forme symbolique n'est pas des plus aisées à définir et à mobiliser. Nous la devons à Ernst Cassirer et à son ouvrage majeur, La philosophie des formes symboliques, paru en 1923. Le vocable symbolique est ordinairement utilisé pour désigner ce qui se rapporte à des symboles, ce qui n'a de valeur que parce qu'il exprime ce qu'il évoque ou ce qu'il représente. Cette acception courante, ordinaire, oppose donc le symbolique au matériel ou à la réalité. Pourtant, le symbolique, en tant qu'il s'incarne, a bien une réalité et souvent une matérialité. C'est pourquoi l'anthropologue français Maurice Godelier précise que le symbolique regroupe l'ensemble des moyens et des processus par lesquels les réalités idéales, imaginées ou imaginaires, s'incarnent dans des réalités matérielles et des pratiques qui leur confèrent un mode d'existence concrète, empirique, sociale. Voilà pourquoi je parlerai des formes symboliques associées au drapeau, c'est-à-dire incarnées ou matérialisées, mises en avant par le drapeau national. Chez Cassirer, l'expression forme symbolique ne désigne ni le reflet d'une donnée empirique, ni les différentes manières qu'a un réel en soi de se révéler à l'esprit, mais les diverses voies que suit l'esprit dans son processus d'objectivation, dans sa révélation à lui-même. C'est le cas de l'art, du langage, de la religion, du mythe, de la science, qui sont toutes considérées comme des formes symboliques canoniques et qui ensemble constituent un système qu'on appelle culture. La forme symbolique n'est alors pas l'enveloppe qu'un pur hasard attribue par la pensée à une réalité empirique. Elle ne sert pas seulement aux fins de communication de contenu imaginé ou imaginaire, ou même d'une utopie. Elle est un instrument au moyen duquel ce contenu, le drapeau matériel, prend forme dans la pensée et au moyen duquel seulement il acquiert la plénitude de son sens. C'est pour cela que les formes symboliques vont évoluer avec le temps. Ce sens n'est alors jamais définitif. Il peut toujours emprunter d'autres directions au gré de l'évolution de la pensée. C'est ce qui rend possible l'évolution des différentes significations des symboles. Aussi, selon Cassirer, une forme symbolique peut-elle être étudiée pour elle-même, du point de vue logique, ou comme une étape d'un développement, du point de vue dynamique. L'expression symbolique se rapporte au passage des impressions aux représentations logiques, éthiques ou esthétiques, à l'aide de notions purement abstraites. Elle n'a pas d'origine empirique, localisable dans un objet. Elle est ce qui fait de la réalité sensible quelque chose d'interprétable. Les formes symboliques sont certes des constructions qualifiantes de la réalité, mais elles ne doivent pas se confondre avec les résultats de cette opération. Donc, les formes symboliques du drapeau haïtien au XIXe siècle ne sont pas les mêmes que les formes symboliques du drapeau aujourd'hui. Alors, quelles sont les formes symboliques du lien social associé au drapeau haïtien?
Abordons à présent ces formes symboliques tout de go. Le drapeau national est souvent associé à l'identité, à la fierté et au patriotisme d'un peuple. Mon prédécesseur en a longuement parlé. En Haïti, il est bien plus que l'expression de la conscience et de l'âme nationale. Pour certains, il s'agit du symbole de l'indépendance et de la souveraineté nationale, le témoin qui rappelle le vœu d'autodétermination de la population haïtienne, leur refus obstiné de la domination étrangère, blanche, française, européenne, ou de tout autre peuple de la planète sur la population haïtienne. Pour d'autres, le drapeau est plutôt le puissant symbole du souffle de la liberté qui animait jadis l'armée indigène et qu'il nous tarde de réinsuffler aux Haïtiens d'aujourd'hui. Il incarne un constant rappel de l'épopée de Vertières au service de la liberté. Cet objet patrimonial symbolise donc les efforts et les sacrifices de nos ancêtres pour lutter contre les hordes de Napoléon Bonaparte, pour vivre libre ou mourir. Mais le drapeau haïtien est surtout, et c'est la thèse que je défendrai, une métaphore du corps social qui montre au peuple haïtien la voie de son salut, l'unité nationale. La devise qui est inscrite est d'ailleurs « L'union fait la force ». Rappelons que la guerre de l'indépendance d'Haïti a commencé avec des bandes dispersées qui toutes pourfondaient le système colonial esclavagiste et ségrégatif. Les divers chefs de bande, Petit Noël, Sans Souci, L'amour d'errance, refusaient pour la plupart de se soumettre à l'autorité d'un seul chef, d'un directoire. De même, le général Pétion a tardé à rejoindre les rangs de l'armée indigène. C'est à l'occasion du congrès de l'Arcaïe, où le drapeau a été créé, en tout cas dans la version officielle, que les officiers indigènes ont mis en œuvre la stratégie militaire qui a conduit à l'indépendance nationale. Au cours de l'événement, le 18 mai 1803, le général de l'armée indigène, Dessalines, confia ou aurait confié à sa filleule Catherine Flon la mission de coudre le bicolore. Les débats et discussions autour du drapeau s'attardent principalement à ces enjeux de couleurs. Le bleu et rouge pour certains, le noir et rouge pour d'autres. Le bleu ou le noir pour représenter les noirs, le rouge pour représenter les mulâtres. Les couleurs rouge et bleu parce qu'elles symbolisent le loi vaudou, le dieu de la guerre, ou les couleurs noire et rouge pour symboliser la liberté ou la mort, ou encore pour reconnaître l'origine africaine de l'haïtien et lui permettre de s'affirmer comme nègre et fier de l'être. Pourtant, le drapeau continue silencieusement, quand il flotte, de se faire gardien de la mémoire de deux moments dans l'événement du congrès de l'Arcaïe qu'il a porté au fond baptismaux. Le premier est un moment de rupture, le second est un moment de réunification. Moment de rupture. Créé à partir du drapeau français, tricolore, le drapeau haïtien serait né d'un geste de rupture par lequel le chef de l'armée indigène Dessalines arracha du tricolore français la partie centrale de couleur blanche. Ce geste symbolisa non seulement un refus radical de la domination blanche, mais aussi et surtout une guerre totale contre le système colonial, esclavagiste et ségrégatif que représentaient et défendaient les Français. Moment de réunification. Mais le moment de grâce de l'événement est celui de la réunification. Car Catherine Flon prit les deux morceaux restants du tricolore déchiré, le bleu et le rouge, et les recousit pour symboliser l'union des Noirs et des mulâtres.
Le drapeau se donne alors à voir comme une métaphore du corps social, traversé par diverses lignes de fracture, mais dont le salut dépend de la réconciliation de ses composantes. L'unité nationale est la voie de la destinée manifeste du peuple haïtien. Le drapeau met en scène une société naturellement fragmentée, mais reliée par une nécessaire alliance entre ces groupes, entre les anciens et les nouveaux libres, entre les noirs et les mulâtres, entre les riches et les pauvres, entre les élites économiques et les élites politiques, entre l'État et la nation, entre les Haïtiens de l'intérieur et ceux de l'extérieur. En ce sens, il rappelle l'impérieuse nécessité de toujours renouveler les alliances qui permettent de transcender les différences, les désaccords, les conflits. Mais hélas, l'alliance originelle ne résista pas à l'épreuve du temps et des désaccords entre les différents segments de la société. Le corps social sera vite de nouveau divisé, séparé par l'assassinat le 17 octobre 1806 de celui qui l'avait unifié, l'empereur Jacques Ier, ci-devant Jean-Jacques Dessalines. Pour symboliser cette dissension, le pays s'est scindé en deux États et deux drapeaux différents ont été choisis pour représenter chacun d'eux. Le bicolore bleu et rouge dans la République de Pétion et le rouge et le noir dans le royaume de Christophe. Comme nous venons de le voir, outre les enjeux mémoriels et patrimoniaux, le drapeau haïtien met en scène diverses formes symboliques du lien social. La plus manifeste est celle du pluralisme, c'est-à-dire de l'existence en Haïti d'une diversité de groupes, d'opinions, de courants d'idées, de comportements en matière politique, économique, sociale, culturelle, religieuse. Chacun des groupes est appelé par le drapeau à faire preuve de tolérance et de respect envers les autres en vue d'une coexistence harmonieuse sans volonté d'assujettissement des autres groupes. Cette représentation présuppose la primauté du tout sur les parties, le tout étant la condition nécessaire des parties. Pourtant, depuis l'assassinat du père fondateur de la nation, Haïti n'a jamais réussi à trouver un élément de consensus qui permet une réconciliation sincère de l'ensemble de ses fils et de ses filles. Au contraire, les élites du pays, de concert avec la communauté internationale, ont plutôt mis en œuvre un modèle social qui repose sur un double standard d'humanité. Une humanité qui compte ce que l'on protège, dont on défend les entreprises, qui circulent à bord de blindés, habitent de véritables forteresses. Et à mes compatriotes haïtiens, ceux qui peuvent affréter un avion ambulance quand ils sont malades. Et une humanité qui ne compte pas ceux et celles que l'on tue, viole, vole, raquette, ceux et celles que l'on classe, que l'on chasse de leur domicile pour gagner un capital politique ou pour mousser une bonne affaire humanitaire. Ceux et celles qui ont les gangs et l'exil économique pour seul horizon de mobilité sociale. Ceux et celles qui doivent rester invisibles pour ne pas nuire, déranger. Ceux et celles du pays en dehors ou des quartiers de non-droit, etc. Les rapports sociaux inhérents à ce modèle sont ceux de l'exploitation, de l'exclusion, de l'assujettissement, de la subordination, de la réduction. Toute différenciation liée à l'âge, au sexe, à la parenté, aux origines sociales, à la langue, à la religion, aux conditions de vie, etc., devient prétexte pour fonder des discriminations. C'est pourquoi les rapports sociaux sont presque toujours empreints d'antagonisme et de violence. Les processus sociaux s'inscrivent presque constamment dans une dynamique conflictuelle où la violence initie et achève les échanges. C'est à des degrés divers d'intensité et entre des factions variables de la population, ce modèle d'exercice de violence dominatrice, oppressive, répressive des dominants
et de violence de libération protestataire des dominés qui a façonné le cours de toute l'histoire d'Haïti pendant toute la période nationale. Aujourd'hui encore, à travers les gangs et leurs victimes, on peut entendre les cris de ces jeunes et de ces familles qui ne comptent pas. Je violente, donc je suis. Cette existence sociale, par la violence criminelle, priorise le je au détriment du nous, les individus et les groupes aux dépens du collectif. Le terme gang, d'ailleurs, et ses corollaires, base, colonne, famille, fait écho au problème d'intégration d'une société segmentaire où les groupes s'emboîtent les uns dans les autres ou télescopent les uns les autres et ont toutes les peines du monde à cohabiter, à se fusionner et à trouver un certain équilibre. Les formes symboliques du lien social associé au drapeau haïtien ne soulèvent pas que des enjeux nationaux, car le drapeau symbolise aussi un rappel de la vocation messianique du peuple haïtien en tant que première nation nègre du monde, là où la négraille se mit debout pour la première fois. De plus, ces expériences de conquête politique, de colonisation, de migration contrainte aux forces ou volontaires, de spoliation économique, d'imposition de systèmes politiques, de dumping culturel, font d'Haïti un modèle exemplaire d'amour immarcessible de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Comme Sisyphe, à chaque fois, on reprend le chemin. Car c'est peine perdue de vouloir empêcher un Haïtien de rêver, d'espérer. Le merveilleux qu'il habite fait de lui ou d'elle une merveille en puissance. Plus il est assailli par l'angoisse du lendemain, plus il verse dans l'imaginaire merveilleux les promesses du paradis, les transactions avec les esprits tutélaires ou ancestraux. Car il sait, par son optimisme tragique, que la grandeur l'attend au détour du prochain carrefour. Jacques Roumet en avait l'intime conviction quand il écrit dans Gouverneur de la Rosée. Mais la providence, c'est le propre vouloir du nègre de ne pas accepter ses malheurs. Le drapeau est alors, pour le monde, le témoin d'un peuple qui espère contre toute espérance, le signal d'alerte pour oser la fraternité. Vous l'aurez compris, l'issue de mon intervention sera donc davantage une ouverture qu'une conclusion. Quelle nouvelle voie pour l'action collective ces considérations et observations peuvent-elles ouvrir? Comment sortir de l'esclavage et l'esclave et le maître? Comment émanciper de la colonisation et le colon et le colonisé? Comment transcender les appels instinctifs aux discriminations de toutes sortes, racisme, sexisme, agisme, préjugés et intolérance? Comment recoudre, comme en 1803, le tissu social? Comment rêver et réussir ensemble une entreprise collective? Pour trouver la brèche qui permet d'en finir avec les querelles intestines et les luttes fratricides, et ainsi redéfinir les termes de nouveaux contrats sociaux qui fassent consensus parmi tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes sans exception aucune. C'est sur nous que nous devons principalement travailler. Nous devons réussir à nous libérer de nous-mêmes, de nos vices, de notre assimilation par l'Occident et par la culture monde. Nous devons parvenir à tuer en nous le colon encore incrusté après 2 siècles d'indépendance. Nous devons chasser le système d'apartheid de nos rapports sociaux, surtout nos rapports avec les plus faibles. Nous devons le chasser de notre système de valeurs qui mise tout sur le marché et l'argent. Nous devons réinventer nos institutions qui sont aujourd'hui importées. C'est dans nos marqueurs de différenciation sociale que nous devons rompre avec les mœurs basées sur le mépris, la non-reconnaissance, l'humiliation de l'autre.
nous pourrions d'ores et déjà nous mettre à confectionner un nouveau drapeau qui prend le web et les réseaux sociaux pour tissu, la toile, nos langues vernaculaires, notre histoire, notre culture, gastronomie, musique, art visuel, nos patrimoines matériels et immatériels, nos systèmes de valeurs comme fil qui relie, attache et cimente tous les enfants d'Afrique, ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur, ceux d'ici et ceux d'ailleurs. Je vous remercie. Merci, Robertson. On peut dire qu'on peut retenir avec cette ouverture de fin aujourd'hui quels sont nos rapports avec les plus faibles, comment il faut réinventer nos institutions qui sont importées, pourquoi on est dans une situation où nos mœurs, c'est des pratiques d'humiliation et la non-reconnaissance de l'autre, et comment est-ce qu'on peut arriver vraiment à ce renouvellement des alliances pour transcender les différences ou encore les désaccords et partir de cette autodétermination de la nation haïtienne pour revenir à cette réunification que tu as si bien dit qui était comme un moment de grâce quand Catherine Flon a recousu les deux morceaux de ce drapeau, tout ce métaphore, et c'est vraiment fort de t'entendre parler, comment nos élites politiques, les Haïtiens et les Haïtiennes de l'extérieur et de l'intérieur, on va travailler vraiment pour arriver à cette réunification dont tu viens de nous parler. Je te remercie et je passe maintenant la parole à Baudelaine qui va nous entretenir sur humain et non humain, poétique de genre et de race et politique de l'autre, ontologie relationnelle dans le drapeau haïtien. Baudelaine, à toi la parole. You are on mute, Baudelaine. Tu es toujours en mute. Milo, tu peux nous... C'est bon. Merci. OK, ça va? OK, super. OK. Bonsoir tout le monde. Cela me fait plaisir d'être là dans cette conversation sur Haïti, mémoire, identité et lien social organisée par la communauté haïtienne au Sénégal. Merci Rachel de me compter de la partie. Je vais intervenir sur ce thème-ci, comme Rachel l'a mentionné, humain et non humain, poétique de genre et de race et politique de l'autre, ontologie relationnelle dans le drapeau haïtien. J'interviens dans cette conversation à partir de Minnesota, plus précisément à Minneapolis, où je vis depuis un peu plus de 10 ans. Et il y a 2 semaines de cela, mes collègues et moi, Robertson, Edouard Ricardo-Dorsey et Samba Bouridoup, nous avions eu des échanges préliminaires quant à notre participation dans cette conversation. Et c'était pour moi l'occasion de réfléchir sur ce que cela veut dire que de participer dans cette conversation à partir de ma position géographique actuelle. Parce que je le reconnais bien, je ne suis pas physiquement dans le centre de l'action et des actualités en Haïti, et donc moins exposée que plusieurs d'entre vous, peut-être qui assistaient à cette conversation. Et aussi au cours de ces échanges, une amie m'écrivait et me disait « Et pauvres malheureux, et ceux-là qui n'ont pas le choix de se trouver un refuge ou bien d'échapper à la situation. » Donc, nous nous posons beaucoup de questions. Et des questions qui parfois montrent notre impuissance devant une situation que peut-être nous ne pouvons pas comprendre. Des questions aussi qui montrent peut-être notre incapacité à pouvoir identifier vraiment la situation qui est devant nous. Je n'avais pas une réponse pour mon ami, mais depuis quelque temps, et depuis un peu plus de 3 ans, devant les situations de crise qui frappent non seulement Haïti, mais aussi le monde, j'ai pris l'habitude de réfléchir sur
la vision humaine que notre histoire de peuple nous a donnée, ou m'a donnée en tant qu'haïtienne. Et donc, j'articule un peu mon intervention de cet après-midi autour de mon impuissance ou de mon anxiété en face de la situation ou de l'environnement humain en Haïti qui se désagrège, mais aussi autour d'un questionnement sur quelle vision de la personne humaine que le symbolisme du drapeau haïtien révèle. Autrement dit, qui ça veut dire moun c'est moun, et qui vision idéale humaine que histoire de peuple nous portait, or what does it mean to be a human from the perspective provided by centuries of Haitian resistance and organizing. Tout d'abord, je prends appui pour essayer d'explorer cette question. Je prends appui sur le peu que l'on connaît des événements qui ont conduit à la création du drapeau ou à notre indépendance. Je prends appui également sur les moments, l'histoire des peuples Taïno, Arawaks, des peuples de l'Afrique transportés en Haïti, un peu partout, de la Caraïbe. Je prends appui également sur notre histoire de peuple et sur la croisée de cette histoire avec l'histoire d'autres peuples et de leur influence mutuelle. Et puis aussi, il y a l'histoire, les événements historiques, ce qui s'est passé, les trous vides que l'on ne connaît pas, qu'il nous faut chercher à savoir, qu'il nous faut créer, qu'il nous faut inventer même en vue de resserrer ou du moins de construire notre imaginaire collectif. Donc, il y a tout cela. Et aussi, nous avons la langue créole et nous avons le folklore haïtien. Il y a tout l'univers cosmique haïtien. Et aussi, il y a le fait que nous existons, que nous respirons, qu'on est présent ici et là. Et tout ça, c'est des indications sur, c'est des espaces qui peuvent nous donner des repères sur ce que cela veut dire que d'aspirer à une certaine humanité, que de vivre libre et que de vivre bien. Je vais lire une petite partie de ma présentation, ensuite je vais m'expliquer. Une indication remarquable qui peut nous aider à ouvrir un peu l'ontologie haïtienne, telle qu'elle peut se voir dans notre histoire, fait lumière sur un idéal d'une nation qui se crée et se transforme en relation et en perpétuelle transformation avec sa géographie humaine et non humaine, physique et spirituelle, matérielle et immatérielle. Au lendemain de leur indépendance, les Haïtiens fraîchement sortis de l'esclavage ont eu recours à plusieurs outils ou technologies pour asseoir leur position de peuple libre. Par exemple, il y a la langue créole qu'elles ont créée et développée. Il y a le système LACOU qu'elles ont inventé. Et puis aussi les pratiques rituelles de vivre ensemble, de construction de la mémoire collective et du développement de la personne humaine qui ont émergé à travers le vaudou. Ces aspects importants du fait social haïtien attestent de la manière intentionnelle, active, mesurée, relationnelle et stratégique d'un peuple, d'un groupe de gens qui ne sont pas semblables du tout. Elles ne parlent pas la même langue, elles n'utilisent pas le même langage, elles n'ont pas le même imaginaire politique, n'ont pas le même statut économique, mais dans cette distance, dans cette différence, on voit la création et le développement de la langue créole, par exemple. Et l'histoire est collectivement travaillée. Et quand on voit les outils pédagogiques, spirituels et cosmiques du vaudou, l'idéal collectif prend chair et se crée à travers une vision du vivre ensemble et de la personne humaine qui est historique, contextuelle, relationnelle, transcendante et collectivement travaillée. Et cette vision est travaillée aussi bien que dans les timons des affaires de l'État que dans les espaces souvent identifiés comme étant les plus mal lotis de la hiérarchie sociale. Autrement dit, l'histoire, qui fait l'histoire? C'est quoi l'événement historique? Par qui le changement arrive?
et comment comprendre la situation actuelle. Tout cela se travaille dans un réseau d'espaces, de géographie, de genres, de visions politiques qui sont multiples. Donc, on a une vision politique. On a un sens de la collectivité qui émerge pas nécessairement à partir des systèmes de l'État et de ses institutions, mais d'espaces qui sont pluriels et qui sont collectivement travaillés. À côté de ce champ, et j'appelle cela, et je dois préciser, le champ relationnel, écologique, pratique, créole profonde et résistante des dimensions politiques, spirituelles, psychiques et culturelles de la géographie humaine et non humaine, physique et immatérielle de la réalité haïtienne de sa multiplicité. Et à côté de ce champ relationnel du vivre ensemble haïtien, qui est collectivement travaillé, il y a aussi ce que j'appelle l'espace traditionnel de politique moderne porté par les institutions de la nation. Et dans cette vision, et je vais m'arrêter un peu sur cette vision politique traditionnelle moderne pendant 2 minutes, dans cette vision, l'histoire, on la connaît. Les événements historiques, ils peuvent être définis. Et aussi, qui va apporter le changement, et c'est des questions, et les réponses sont évidentes. Et dans cette vision de tradition de politique moderne, par exemple, il y a des grands acteurs, il y a de petits acteurs, il y en a qui ne sont pas acteurs du tout, il y en a qui ne peuvent pas parler, qui ne doivent pas parler et qui ne doivent pas être dans des positions stratégiques. Mais il y en a qui se donnent la mission de parler pour ces groupes-là. Et c'est dans cette vision, par exemple, que Frantz Fanon écrivait que les intellectuels des pays émergents de l'esclavage du 19e siècle n'avaient qu'une mission, construire la nation à partir de rien. Mais en fait, il y avait plusieurs riens, entre guillemets. Il y avait beaucoup de riens. Et je veux dire par là qu'il y avait beaucoup de visions, qu'il y avait des intérêts contradictoires, ou du moins pluriels, qui n'allaient certes pas dans le sens de la vision que les élites se donnaient pour la nation. Mais il y avait une nation, comme mon collègue l'a souligné un peu plus tôt, qui avait des intérêts et une vision plurielle et de la collectivité à construire. Et c'était aussi la position de Demesvar de l'homme pour qui le pouvoir devait appartenir aux intellectuels. Et c'est quelque chose, c'est une tradition que l'on a héritée, puisqu'aujourd'hui, dans beaucoup d'espaces, quand je vois les conversations autour de la situation actuelle, la tendance, c'est qu'il y a un groupe qui va changer tout cela. Il y a un groupe qui doit s'asseoir et se débrouiller pour fixer la situation pour tout le monde et spécialement pour les incapables, entre guillemets. Mais dans notre vision relationnelle, créole, écologique du vivre ensemble, les intérêts, genres, visions et positions multiples se côtoient, s'affrontent et se transforment mutuellement. Cette vision relationnelle, créole et écologique m'intéresse parce qu'elle est profondément humaine. Elle est profondément relationnelle et prend corps dans une vision du temps et de l'événement historique où le passé n'est jamais fermé, mais présent, futur et opérationnel. Dans cet espace relationnel, par exemple, la question, ce n'est pas qui fait l'histoire, mais plutôt quelle place avons-nous dans l'événement historique. Donc, dans cette vision relationnelle, et qui fait l'histoire, et qui peut changer la situation, et n'importe laquelle, qui va la changer, c'est une question qui se pose de temps à autre, et qui n'est pas nécessairement dominante par rapport à une actualité quelconque. Et la réponse n'est pas évidente du tout dans le vaste réseau écologique, politique et social haïtien.
D'ailleurs, dans cet espace relationnel, l'histoire ne prend pas de pause. Elle est toujours ouverte et infinie, comme l'exprime par exemple la poète haïtienne-américaine Valérie Deus dans son poème Haiti Unfinished. Et je me rappelle aussi l'écrivaine et activiste Marie-Lélie Serra qui écrivait dans un journal enseignant tout de suite après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Elle disait, nous là, nous prenons ça, ils frappent nous, mais n'a pleuvé campé, nous la pirède. L'écrit de Serra et aussi la vision non achevée de la nation que Deus a dans son poème font écho à la déclaration du général Toussaint Louverture, par exemple, qui disait lors de son enlèvement, et plusieurs d'entre vous connaissez cette citation, en me renversant à Saint-Domingue, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, mais elle repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Et c'est cette vision d'humanité profonde que l'on retrouve aussi dans l'œuvre de Simone Schwartz-Bart, et particulièrement dans son roman Pluie et vent sur Télumé Miracle, où elle étale la généalogie profonde des femmes Lougan-d'Or. Et plusieurs d'entre vous sont familières avec l'œuvre de la chercheure Baïna Bello, et c'est l'un de ces aspects importants et que je trouve aussi intéressant dans sa recherche, c'est pour elle, nous portons toutes et la soif, le désir de liberté, de vivre bien et de faire l'histoire. Et nous faisons l'histoire. Et également, la chercheure canadienne Leanne Betasamouke-Sepson parle du Anishinaabe Internationalism pour exprimer la manière avec laquelle les peuples autochtones du Nord américain s'expriment et se construisent et se recréent. Donc, ce que l'on constate chez ces penseuses et intellectuelles, c'est que l'histoire est travaillée dans une action collective, faite de notre manière d'être en relation avec notre environnement d'ordre pluriel, animal, écologique et spirituel, humain et non humain. D'une part, il y a donc ce croisement d'une humanité locale, internationale, transnationale, qui est travaillée dans un événement historique qui n'est pas exclusivement fait de mains humaines. Et d'autre part, faire l'histoire, construire la nation, changer le cours des événements, se poser la question qui compte, ce n'est pas un privilège ou une mission réservée à un petit groupe, à un petit clan. Donc, chacune de nous portons en nous-mêmes la soif de créer, de transformer l'environnement qui est le nôtre. Par exemple, c'est quoi la langue créole? Sinon, quand on parle la langue créole, c'est en fait un système de gens, un système d'intérêts, d'idées et un système relationnel d'espaces qui se construisent et se transforment. Et si vous prenez aussi les proverbes haïtiens, mais les proverbes haïtiens, c'est l'histoire de l'homme écrite, non pas par l'homme, mais par l'écosystème, par l'espace, par la géographie. Donc, on retrouve cette vision ontologique d'humanité profonde et relationnelle dans les mouvements petits et grands qui ont conduit à la lutte vers l'indépendance. Et je vais citer quelques exemples, et très connus d'ailleurs. Par exemple, les ramifications de la révolution haïtienne, avec beaucoup d'autres révolutions un peu partout dans le monde, que ce soit dans le Libéria, la Grèce antique, les États-Unis, Cuba, et ces ramifications attestent de la manière dont l'humanité de l'un, quelle que soit sa position géographique, est le prolongement de l'autre. Et aussi la lutte de plusieurs siècles qui a conduit vers l'indépendance d'Haïti en 1804 est une opération qui comptait dans une certaine mesure sur les stratégies des chefs de clan, des chefs politiques, mais aussi
sur leur connaissance, sur la connaissance de l'ancienne esclave, des conditions climatiques, de l'île et de l'écosystème. Et la fièvre jaune, par exemple, en 1803, a été un acteur fondamental dans les luttes pré-indépendance. Et sa gérance par les peuples créoles et anciens esclaves qui connaissaient le climat, la faune haïtienne, a été une stratégie politique et militaire de premier ordre. Donc, je parle ici d'événements historiques, d'un espace collectif d'engagement où les petits comme les grands avaient un rôle dans la formation de la nation. Nous parlons par exemple des plus petits qui avaient l'habileté de circuler entre divers camps, de collecter des informations ou bien des munitions. Et nous parlons des femmes qui glanaient des informations ça et là, démobilisaient les camps ennemis, empoisonnaient les maîtres et en vue d'affaiblir le camp ennemi. Tout cela faisait partie des stratégies de guerre. Donc, je parle ici de manière d'affirmation, de combattre, de travailler, d'être ensemble, de se tenir debout, qui n'étaient ni les manières les plus évidentes ou semblables aux systèmes et stratégies utilisés par les grandes armées ou les grands pays. Nous parlons ici de manières de faire qui répondaient aux besoins de la situation propre des gens concernés, manière de faire, manière de vivre, qui ont émergé de la situation précaire de l'ancien esclave et qui ont tout de même conduit à leur liberté. Donc, quand j'évoque le drapeau haïtien et son symbolisme, c'est à cet esprit, c'est à cette vision humaine, et c'est vers cette vision humaine que je me tourne. Donc, je pense à l'histoire aussi je pense à l'histoire qui n'est pas encore écrite. Et je pense aussi à ce que nous ne savons pas encore, qu'il nous faudra aller chercher. Et je pense aussi à tous les acteurs, à tous les façons variées, la manière dont nos acteurs, dont nos ancêtres, ils se sont mis ensemble pour travailler et tisser et arriver à cette révolution. Les enfants, les hommes, les femmes, le climat, l'écosystème, les plantes, tout cela, ils ont eu une action, ils ont eu une part, une contribution dans l'événement historique. Donc, je regarde tout cela, la jeunesse haïtienne, notre présence, notre existence, et le désir de vivre libre, de vivre bien qui nous habite. Et la mémoire que nous portons dans notre chair et dans notre esprit, dans notre âme de notre passé. Je regarde tout cela et je pense aussi à l'esprit de nos ancêtres qui nous habite. L'esprit de nos ancêtres qui ne meurt jamais, qui ne s'épuise jamais. Et je me demande donc comment ne pas se tenir debout et comment ne pas, malgré tout ce qui arrive, malgré tout ce qui pourrait et qui peut arriver, comment ne pas se tenir debout tous les jours et continuer la bataille, créer et se recréer continuellement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Baudelaire. J'ai aimé la fin de ta présentation. En dépit de cette impuissance dont tu as parlé quand tu avais commencé, mais tu as terminé sur une très bonne note. Comment ne pas se tenir debout? Et je crois qu'on est dans une dynamique, comme tu l'as dit, d'une nation qui se crée, qui se transforme et qui se cherche aussi. Au-delà de tout ce qu'on a pu construire dans le temps, les outils qu'on a pu mettre ensemble, la question du lakou, la langue, les pratiques du vivre ensemble à travers le vaudou. Comment on a une vision plurielle de construire cette société à partir d'un rien et de plusieurs riens. Et il y a une métaphore dans ce que tu avais dit. Et comment on va regarder aujourd'hui, est-ce que c'est moi qui fais l'histoire ou je participe à l'expérience historique? Et je crois que c'est un point essentiel pour dire, c'est comment, au-delà des différences, que chacun et chacune d'entre nous peut apporter quelque chose à la réussite collective.
et d'aller au-delà de cette humanité nationale locale, au-delà des frontières d'Haïti. Et je crois sur ce symbolisme, je passerai la parole au docteur Samba, qui va nous entretenir sur la question de la portée et la signification de la révolution haïtienne pour la renaissance africaine comme projet de société et de civilisation. Docteur Samba, à vous. Je demanderai à Michelot qui nous aide de partager la présentation de Docteur Samba pour nous. Merci. Docteur Samba, vous êtes en mute. Est-ce que vous pouvez... Michelot, vous pouvez nous aider? OK, c'est bon? Oui, oui. J'attends Michelot qui nous aide pour le partage de votre intervention. Vous êtes encore en mute, docteur Samba. Vous êtes encore en mute. D'accord. Vous êtes encore en mute. On ne vous entend pas encore. Vous êtes encore en mute. Michelot? Oui, c'est bon. Rapidement, je partage rapidement le... Oui, j'ai vu. C'est docteur Samba. Docteur Samba. C'est bon maintenant, docteur Samba, vous pouvez y aller. Il suffirait juste d'activer le micro. Oui, vous pouvez activer le micro de docteur Samba. Bas de l'écran et à gauche. Au bas de votre écran, docteur Samba. Je viens d'avoir une notification. Il suffit juste de cliquer sur la notification que, voilà, c'est bon. D'accord, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai pourtant cliqué plusieurs fois, mais je crois qu'il y avait un problème technologique. Je commencerai par dire en Swahili, Asanteni, donc merci beaucoup, à Moetsi et Rachel, qui ont eu cette initiative et qui ont beaucoup donné pour que nous puissions nous retrouver aujourd'hui, mais également à tous les panélistes pour leur très brillante présentation. Et hongera en Swahili, donc félicitations vraiment for the good work that has been done. Pour moi, c'est un plaisir, c'est un privilège de faire partie de ce panel, d'apporter ma modeste contribution en présence surtout de mon papa Cyprien, sénateur, donc qui, à partir de Port-au-Prince, est en train de suivre et certainement va participer au débat en compagnie de ma chère maman Nathalie Wakam, maître Nathalie Wakam. Mais également, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un plaisir d'avoir parmi nous le colonel Koulibaly, donc qui fait partie du groupe d'officiers qui sont en stage aujourd'hui au Collège de défense du G5 Sahel et vraiment toutes les autres personnes qui sont avec nous. Alors, je ne vais pas faire querelle à ma sœur ou ma nièce, plutôt peut-être, hein, Baudelaine, pour attribution de nom. Je crois qu'elle m'a appelé Diop, mais je lui pardonne de tout cœur. Il n'y a absolument pas de problème. Je m'appelle Mboup, comme tout le monde le sait. Alors, ce que je vais dire, je tiens compte de notre public. Je vais parler de certains aspects, mais sans trop m'y arrêter, hein, de la révolution haïtienne, parce que nous sommes en Afrique et que parmi notre public, il y a des Africains du continent qui généralement sont relativement peu informés sur ce qui se passe en Haïti. Donc, je vais dire des choses qui vous, hein, surtout panélistes, hein, sera du rabâchage, mais je pense que c'est important que pour l'information donc des autres participants. Alors, pour ce qui est de mon plan, il est en 3 parties. En fait, c'est 2 parties. Hein. Il y a un premier plan. Alors,
J'essaie de bouger, mais ça ne bouge pas. J'ai une présentation en 3 points essentiellement, mais en fait ce sera 2 points. Je ne m'arrêterai pas sur le premier point donc consacré à la chronique ou aux chroniques de la Révolution haïtienne. Sinon peut-être revisiter certains lieux de mémoire qui comptent donc sur la carte des lieux importants et des moments et des plus riches heures de la Révolution haïtienne, avec peut-être quelques figures immortelles parmi les leaders masculins et féminins, bien entendu. Et mon deuxième point, comme vous voyez ici en bas de la page, donc sera consacré à la Renaissance africaine. Peut-être que cela sera peut-être plus intéressant pour tout le monde. Next, pour terminer par donc par ce qui véritablement constitue le corps, le centre de mon intervention, donc portée et signification de la Révolution haïtienne, avant de finir par next, quelques considérations finales donc en guise de conclusion. Next. Alors, la Révolution haïtienne, donc, pour ce qui est de ses causes et de ses racines, elles sont connues. C'est un mouvement de refus de cet univers concentrationnaire, un véritable enfer, qui est constitué par l'économie de plantation et le système esclavagiste. C'est ça, nous le savons, nous tous. Next. Alors, parmi les protagonistes et les acteurs, il y a un certain nombre donc de héros et héroïnes, tels que Toussaint Louverture, qui est véritablement l'architecte, le stratège en chef. Jean-Jacques Dessalines, donc premier président, parce que Toussaint n'était pas là au 1er janvier 1804, au moment de la proclamation de l'indépendance, et a été déporté en France, comme nous tous nous le savons. Des figures donc féminines, telles que Marie-Claire Heureuse Félicité, Bonheur Dessalines, et en plus de Catherine Flon, bien entendu, Alexandre Pétion, Henri Christophe sont également 2 autres leaders. Next. Alors, il y a, si on avait le temps, nous parlerions également du rôle et de la figure d'un certain nombre de sinistres personnages, tels que Napoléon Bonaparte, donc qui a essayé de rétablir l'esclavage, de ces généraux qu'il a envoyés comme Leclerc et Rochambeau avec ses meutes de chiens donc lancés aux trousses des armées de libération, de l'armée de libération, Sontonax, etc., etc. Next. Mais nous n'avons malheureusement pas le temps. Donc, nous parlerions également du serment de Bois-Caïman, le 14 août 1791, qui a été, où s'est déroulée une cérémonie vaudou, bien entendu, qui a été également une réplique de cérémonies similaires que l'on retrouve sur les champs de bataille en Afrique, dans la culture de la guerre, à la veille donc, avant le déclenchement des hostilités, Jacmel, l'Artibonite, parce que ce sont des lieux qui ont joué un rôle important, les batailles importantes comme la ravine aux couleuvres, donc en février 1802, et la bataille décisive où tout s'est décidé vers Thiers, donc en novembre 1803. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de le faire. Peut-être que dans les discussions, nous pourrons y revenir. Next. Il y a bien entendu Gonaïves, où l'indépendance a été proclamée, donc en 1804, le 1er janvier. Cap Haïtien, où ont été construits le palais sans souci, et tout à fait en haut dans la montagne, la citadelle. Alors, si vous permettez, je vais m'arrêter peut-être sur la citadelle et avancer. Next. Next. Tout ça, vous pouvez passer. Vous pouvez passer. Voilà, la citadelle. Voici l'image de la citadelle qui a été construite donc par le roi Henri Christophe
au Cap haïtien et qui est un exemple de cet esprit inébranlable, fait de conviction, d'engagement des peuples africains, y compris les peuples d'ascendance africaine et les personnes d'ascendance africaine dans le combat pour la liberté, pour Ubuntu et la construction nationale. Véritable œuvre d'art militaire, c'est le cas de le dire, conçu comme point central d'un réseau de forteresses militaires en charge de la sécurité et de la défense contre les menaces étrangères, next, dont la pertinence stratégique est renforcée par son emplacement à Cap Haïtien, qui était le centre commercial du Nord et la capitale politique et militaire de Saint-Domingue, ce qu'on appelait Saint-Domingue à l'époque, qui est donc Haïti. Suite à un décret de Dessalines, en date du 9 avril, donc 4 mois seulement après la proclamation de l'indépendance, elle a été construite pendant une quinzaine d'années entre 1804 et 1820 sur un site quasi inaccessible couvrant 1 hectare au sommet d'une montagne surplombant le Cap haïtien. Next. Les bâtiments comprennent des murs solides et épais en pierre de 45 mètres de haut, défendus par 163 pièces d'artillerie réparties dans des batteries de canons d'origine espagnole, française, anglaise et italienne, stratégiquement positionnées et dont certaines ont été arrachées aux généraux français vaincus par les armées révolutionnaires, y compris Rochambeau et Leclerc. Il faut vraiment le visiter pour s'en rendre compte. Certains, non, pas encore Vertières. C'est pas grave, c'est pas la peine de revenir en arrière. Je vais juste terminer mon commentaire. Certaines de ces pièces avaient été donc achetées en Europe au sein de pays producteurs de canons à l'époque et introduit démonté pièce par pièce et réintroduit clandestinement à Haïti avant d'être remonté. Vous imaginez tout ce que cela nécessite comme ingéniosité, comme vision stratégique et capacité organisationnelle pour faire cela à un moment où l'indépendance de la jeune République était menacée par une coalition politico-militaire de l'ensemble des forces impérialistes européennes à l'époque. Et même on pourrait en ajouter d'autres. Vertières donc, c'est là où tout s'est décidé. Le 18 novembre 1803. Next. Donc, près du Cap, dans le nord de l'ancienne colonie de Saint-Domingue, opposant les troupes commandées par Rochambeau à celles du général Jean-Jacques Dessalines, mais avec également un rôle important joué par le général Capois, dit Capois la mort. L'issue finale fut donc la capitulation de Rochambeau et suite à cela, se sont engagés des pourparlers avec Dessalines qui durèrent une journée entière. Et avant la tombée de la nuit, un accord fut signé selon lequel Rochambeau obtint 10 jours pour évacuer le fort de Vertières et embarquer le reste de son armée et quitter Saint-Domingue. Next. Bien sûr, le serment de Bois-Caïma, ce sont des illustrations. Je pense que c'est l'un des faits les mieux illustrés, le serment de Bois-Caïma. Next. 14 août 1791, toujours. Allons-y. Next. C'est une autre illustration. Bon, ça c'est un récit de ce qui s'est passé et cela nous mène donc, revenez en arrière, à mon deuxième point qui nous intéresse vraiment, donc la Renaissance africaine. Parler de la Renaissance africaine, non, Renaissance africaine. Je pense que c'est plus simple si je faisais défiler les choses. Je ne peux pas, on ne peut pas, moi je ne peux pas. Si je mets partager votre écran, je peux? Non. Malheureusement, non pour le moment. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc on va essayer de faire avec. Alors la Renaissance africaine, bon, parler de Renaissance africaine, bien sûr, c'est parler de l'Afrique et des Africains. Donc l'Afrique continentale et ses peuples, y compris les États insulaires adjacents, mais également, quand je parle d'Afrique et des Africains, j'y inclus les personnes d'ascendance africaine. Je n'aime même pas utiliser ce terme, je préfère dire les Africains
qui sont sur le continent et ceux qui se trouvent dans la diaspora parce que nous sommes tous africains. Next. Alors, je vais, la Renaissance africaine, vous pouvez avancer. Je ne vais pas revenir sur tout cela. Pendant que vous avancez, vous allez me rattraper. Donc, la Renaissance africaine peut être définie comme un projet alternatif et global de société et de civilisation qui vise la reconfiguration de l'espace africain comme centre de décision et centre de compétitivité à tous les plans politiques, militaires, économiques, etc., dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Mais la Renaissance africaine, c'est également, vous pouvez avancer, hein, je suis en train de parler de Renaissance africaine et de panafricanisme. Tant que vous n'arriverez pas à cela, ce n'est pas la peine de vous arrêter. La Renaissance africaine, c'est également la vision donc à long terme. Voilà, vous pouvez vous arrêter ici. La vision à long terme, donc l'objectif stratégique, la renaissance du continent africain comme espace producteur de son propre sens, selon ses propres normes et selon ses intérêts et ses aspirations. Mais la renaissance africaine, c'est également un processus qui va nous mener, qui va nous préparer donc pour atteindre cet objectif stratégique. C'est un processus de transformation, mais surtout d'autotransformation en tant qu'Africains. Notre vision de nous-mêmes, notre vision d'autrui et le regard que nous portons sur le monde. Alors, parler de renaissance africaine, donc, c'est résoudre un certain nombre de défis majeurs. Parmi ceux-ci, il y a la question de la souveraineté et de la sécurité militaire, étant entendu que la sécurité, comme disait Cheikh Anta Diop, précède le développement. Si vous n'êtes pas en mesure d'assurer la sécurité de vos frontières, vous pouvez avoir tous les plus beaux projets de développement. N'importe qui a une capacité militaire ou de dissuasion supérieure peut venir et le remettre en question. Mais c'est également parler, attendez maintenant que je dise next. C'est également parler de la sécurité alimentaire, monétaire, avec la question des flux financiers, avec l'épineux problème du franc CFA qu'il nous faut absolument régler. Mais il y a également la question du vide stratégique en ce qui concerne donc les capacités de défense de l'Afrique, avec en particulier la prolifération de bases militaires étrangères et également le phénomène du djihadisme et des menaces terroristes face auxquelles jusqu'à présent nous n'avons pas encore développé une capacité de réponse adéquate. Parler donc de la renaissance africaine, donc c'est régler la question de l'unité sur le plan politique, par exemple la question de l'État fédéral, confédéral, etc. Selon quelle stratégie, tout cela nous pourrons y revenir dans la discussion. C'est aussi régler la question du leadership, parce que les problèmes du continent africain sont des problèmes de leadership ou d'absence de leadership. N'importe quel problème du continent africain, si vous l'analysez en dernière analyse, il va montrer qu'il existe en fait un gap stratégique, c'est l'absence de leadership. Le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique est riche en gouvernants, en anglais on dirait rulers, mais très pauvre en leaders. Donc, il faut absolument régler cette question du leadership. Next. Oui, là. Non, revenez en arrière. Avancez. Avancez, oui. Voilà. Quels sont les enjeux, les conditions, les objectifs? Il y a en premier lieu le développement matériel des sociétés africaines, la question donc de la sécurité collective, sociale, humaine, etc. Il y a également la question de la renaissance culturelle, synonyme de guérison psychologique, de régénération morale et d'élévation spirituelle des peuples africains et des peuples dits de descendance africaine ou de la diaspora, qui sont tous, comme je l'ai déjà dit, également des Africains. Cela pose donc guérison psychologique, régénération morale et élévation spirituelle. Cela ne peut pas se régler. Ces questions ne peuvent pas se régler sans une réforme en profondeur
de nos systèmes d'information, d'éducation et également nos systèmes de croyance. Il faut également penser au renouvellement de l'inventivité et de la créativité intellectuelle et culturelle en Afrique. Next. Alors, si nous sommes d'accord sur ce contenu donc que nous mettons dans le concept de renaissance africaine, nous pouvons être d'accord que le panafricanisme est la doctrine, donc l'outil, le guide pour l'action qui va donc nous permettre d'atteindre, de réaliser donc la renaissance africaine, à la fois comme objectif à long terme, mais également comme processus de transformation et d'auto-transformation. Il y a ici une définition donc d'un Nkrumah que nous pouvons lire. Le Nkrumah, c'est une définition qui est acceptée également largement au sein de la diaspora et de beaucoup d'organisations. Le panafricanisme, selon Nkrumah, est l'expression de la conscience, de la position politique et de l'ensemble des aspirations des masses africaines dans le monde. Elle s'enracine sur une prise de conscience, celle d'une communauté de destin entre tous les peuples africains, donc qui est ancrée à la permanence de la résistance aux agressions multiformes et à l'élaboration donc de programmes économiques, politiques, culturels, sociaux, etc., en rapport avec donc le projet de renaissance africaine, encore une fois, comme projet de société et de civilisation. Next. Par son contenu politique, donc le panafricanisme trouve son ancrage dans l'expérience historique commune aux masses africaines du continent et de la diaspora, leur origine commune qui est l'Afrique, berceau de l'humanité, mais aussi de la civilisation humaine, leur histoire commune marquée aussi par la permanence d'une résistance multiforme contre la domination et l'oppression, leur communauté de conditions d'existence et de destin et partant, leur communauté d'intérêt et d'aspiration historique. Next. Alors, le panafricanisme en tant que doctrine comporte plusieurs dimensions. Bien sûr, il y a une dimension continentale et une dimension diasporale qu'il faut réconcilier. Je ne dis pas qu'elles sont en opposition, mais il nous faut trouver le moyen de parler à ces deux, de créer un front uni entre les organisations, les volontés politiques telles qu'elles s'expriment au sein de la diaspora et également sur le continent africain. Bien sûr, il y a un contenu politique, un contenu économique, une dimension culturelle, synonyme d'émancipation culturelle et mentale. Sur le plan politique, on parle des États africains unis et non pas des États-Unis d'Afrique. Il s'agit également de construire une nation africaine dotée d'un passeport, d'un système de défense et de sécurité unifié. Sur le plan économique, il s'agit de créer une économie continentale, globale, intégrée, un marché commun africain, une monnaie africaine, etc. Et pour ce qui est de la dimension culturelle, donc, j'en ai déjà parlé, valorisation, promotion des langues africaines et de leur culture, réforme des systèmes d'information, d'éducation, de croyances et de production de savoir. Donc, avec cela, j'ai repris, en fait, ce qui avait été dit concernant l'importance des valeurs et des biens symboliques. Next. Voilà, c'est un récapitulatif donc de ce qu'on peut retenir concernant la Renaissance africaine. Next. Voilà, la question du leadership également. Quand on parle de leader, nous ne parlons pas de leader haïtien, sénégalais, congolais ou sud-africain. Nous parlons de leader africain. Cela veut dire que nous devons créer les institutions où nous allons identifier, après avoir identifié des jeunes hommes et des jeunes femmes pour leur qualité, donc les mettre dans ces institutions pour reformater leur cœur et leur esprit afin d'en faire des leaders africains et également des leaders
du monde, et tout cela dépendra bien entendu de la qualité de nos programmes, de nos approches pédagogiques. Mais je pense que nous avons suffisamment d'expertise pour pouvoir réussir également ce pari-là. Il est important de retenir que quand nous parlons de leadership, nous n'allons pas chercher des leçons ailleurs avant de regarder sous nos propres pieds. D'autant que l'Afrique est riche d'exemples de leaders et que cette tradition-là donc peut nous inspirer, aussi bien cette tradition donc de leadership, mais également les principes constitutionnels, les valeurs partagées, les formes d'organisation politique sur lesquelles elle s'appuie. Next. La reconnexion avec la diaspora est extrêmement importante. Bon, la diaspora a été considérée par l'Union africaine comme la 6e région du continent, mais le moment jusqu'à présent, ceci n'est resté dans les résultats en fait qu'un vœu pieux. Donc, il faut vraiment accélérer la cadence de façon à ce que la diaspora, comme 6e région, puisse vraiment devenir une réalité. Nous nous souvenons que Haïti, par exemple, le gouvernement de Haïti avait demandé donc à bénéficier d'un statut d'observateur au niveau de l'Union africaine. Malheureusement, pour des raisons que nous connaissons, parce que l'Union africaine n'est pas encore prête, justement, cela n'a pas abouti. Connexion avec la diaspora, c'est également dans le cadre, j'y reviendrai vers la fin, dans ma 3e partie qui est la plus importante, dans le cadre du mouvement mondial pour la justice restauratrice ou réparatrice. Et cela intéresse directement Haïti. Mais également, parler de ce mouvement de justice réparatrice et donc de réparation, c'est un plaidoyer pour une réforme donc des institutions internationales, l'OMC, la Cour pénale internationale, le système des Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc. Next. Next. Oui, l'exigence donc de réparation. Bon, il y a ici, je vous renvoie à une publication de David Commission, qui est l'ambassadeur de la Barbade au CARICOM, donc la communauté des États donc de la Caraïbe, qui fait le point concernant la situation donc des réparations, du mouvement des réparations. Alors très rapidement, ce qu'il faut dire, c'est que le mouvement des réparations, donc qui a été lancé, qui a pris, disons, un certain élan suite à la conférence de Durban de 2001 contre le racisme, toute forme de discrimination, etc., que ce mouvement pour les réparations a pris un certain élan très très fort d'ailleurs en dehors du continent africain, mais que malheureusement sur le continent africain, on a encore du mal à s'insérer dans ce mouvement-là pour diverses raisons. C'est pour cela que au sein du CARICOM, la décision a été prise de porter résolument le mouvement en Afrique et en engageant l'Union africaine, mais également en intensifiant ce mouvement-là pour en faire un mouvement de masse, en s'assurant qu'il y a un certain nombre, que dans tous les pays sur le continent et la diaspora, il y a des commissions nationales pour les réparations et que ces commissions-là travaillent. Il y a, je vais terminer sur cette question-là donc par la dernière diapositive, next. Il y a donc un programme donc ça c'est ce que je viens de dire, donc la portée en Afrique, comment engager l'Union africaine, next. Donc la voie préférée, c'est la négociation, mais au cas où cette négociation, cette voie non contentieuse n'aboutit pas, les pays du CARICOM sont les instances donc qui en charge
de la gestion et du développement et du mouvement des réparations et de sa traduction en actes dans la vie de tous les jours sont prêts à utiliser les voies contentieuses, c'est-à-dire la voie légale. Et sur ce plan-là, il y a des chances qu'il soit que cela puisse aboutir, mais cela dépendra bien entendu de la force qu'on se donne, parce que on ne reconnaît des réparations qu'aux gens qui sont forts. Il y a eu des précédents historiques, mais il faut que les Africains se mobilisent pour imposer la question des réparations, qui est également, à mon sens, un thème particulièrement mobilisateur. Next. Vous pouvez aller directement sur le troisième et dernier point. Hein. Tout cela, c'est sur les réparations, donc un fonds international, la restructuration, donc, attendez un peu, la restructuration, donc, revenez en arrière. Donc, encore. Donc, programme de réparation en 4 points. Premièrement, ciblage des gouvernements nationaux européens responsables pour un pacte de développement avec les nations du CARICOM sur le modèle du plan du CARICOM en 10 points pour la justice réparatrice. Deuxièmement, l'établissement d'un fonds pour international pour le développement et les réparations. Troisièmement, next. La poursuite d'une restructuration réparatrice de l'ordre économique et politique international, j'en ai déjà parlé. Et last but not least, le programme d'autoréparation, donc de guérison psychologique, de régénération morale et d'élévation spirituelle des Africains sur le continent et la diaspora. Vous pouvez aller au dernier point. Bon, la renaissance culturelle, j'en ai déjà parlé également. Parler de guérison psychologique, selon Joy de Grouléry, c'est savoir reconnaître qu'on est malade. En effet, il faut savoir que c'est parce qu'on n'est pas malade qu'on est forcément en bonne santé. Donc, guérison psychologique, mais également régénération morale, nous défaire, comme cela a été dit, d'un certain nombre de névroses, de traumatismes, de mauvaises habitudes, etc. Next. Allez au dernier, voilà, portée et signification de la révolution. Portée et signification de la révolution haïtienne. Si vous pouvez me suivre, vous attendez que je vous dise d'avancer, s'il vous plaît. Donc, ici, c'est Haïti et la renaissance africaine, mais également voir la renaissance africaine et Haïti comme centre d'intérêt, comme point de convergence et de ralliement, comme un des principaux chantiers donc pour la renaissance africaine. D'autant plus que Haïti a été la cible de l'impérialisme, nous l'avons déjà vu, parce qu'il représente la mauvaise conscience de cet impérialisme et le mauvais exemple à ne pas suivre.